Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de l'hypothyroïdie. L'objectif de cet enseignement est qu'à la fin du cours, l'étudiant soit capable de reconnaître une hypothyroïdie, savoir la diagnostiquer et connaître les différentes étiologies. L'hypothyroïdie, c'est quoi? Eh bien, l'hypothyroïdie, c'est une défaillance de la glande thyroïdienne à produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes pour assurer les différents besoins de l'organisme. Cette hypothyroïdie doit être traitée. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que si l'hypothyroïdie n'est pas traitée, cela va entraîner des complications métaboliques, cardiovasculaires et cognitives. Il y a deux types d'hypothyroïdie. On a l'hypothyroïdie primaire ou ce qu'on appelle l'hypothyroïdie périphérique par atteinte de la glande thyroïdienne elle-même. On a aussi l'hypothyroïdie secondaire, c'est l'hypothyroïdie centrale ou aussi appelée insuffisance thyroïdotrope. Elle est secondaire à une atteinte hypothalamo-hypophysaire, ce qui entraîne un déficit en TSH. Sur le plan épidémiologique, eh bien, c'est la pathologie endocrinienne la plus fréquente. Elle se voit surtout chez la femme et son incidence augmente avec l'âge, surtout après la ménopause. Elle a été décrite pour la première fois en 1874 par William Gull, puis par d'autres tels que William Miller-Ord et par deux chirurgiens suisses, Kocher et Riverdin, qui ont décrit un état myxédémateux. Sur le plan anatomique, eh bien, la glande thyroïde, c'est une glande qui est superficielle, située à la base du cou, en avant de la trachée, en dessous du cartilage cricoïde. Elle est constituée de deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche, qui sont unis par une partie médiane qui est l'isthme. Cette glande est sous forme de papillon et elle est mobile avec les mouvements de déglutition. Physiologiquement, cette glande n'est pas palpable. Alors, sur le plan physiologique, la glande thyroïde est sous la dépendance de l'hypophyse par le biais de la TSH. Cette hypophyse est elle-même sous la dépendance de l'hypothalamus par le biais de la TRH. Cette glande thyroïde, après cette stimulation, va sécréter des hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4. Ces hormones ont une action ubiquitaire, c'est-à-dire sur plusieurs tissus, pour assurer les besoins de l'organisme. Et bien sur le système nerveux central, les hormones thyroïdiennes vont assurer le développement et la myélinisation. Sur le plan musculaire, ils vont assurer la contraction musculaire. Ils vont entraîner aussi une activation du cœur, une augmentation de la filtration glomérulaire rénale. Ils vont assurer aussi le remodelage osseux et stimuler l'hématopoïèse. Sur le plan métabolique, il entraîne une augmentation du métabolisme de base avec une diminution de la masse adipeuse. Vous voyez là que les hormones thyroïdiennes agissent sur plusieurs tissus, donc ils ont une action, je l'ai déjà dit, une action ubiquitaire. Cette action ubiquitaire va expliquer quoi? Eh bien, elle va expliquer le tableau clinique qui est varié et surtout qui associe des symptômes non spécifiques. On va commencer par expliquer l'atteinte cutanéo-muqueuse qui se voit durant l'hypothyroïdie. Alors, cette atteinte cutanéo-muqueuse est représentée par une infiltration cutanéo-muqueuse. Elle est due à quoi? Elle est due à l'accumulation des glycosaminoglycanes qui sont très hydrophiles, cela veut dire qu'ils retiennent de l'eau. Cette accumulation est secondaire à la diminution de leur dégradation, ce qui explique le myxœdème. Donc voilà le myxœdème, voilà, vous voyez, vous remarquez très bien que c'est une infiltration cutanéo-muqueuse qui est généralisée.
Voilà le cas d'une femme avant le traitement. Vous voyez qu'il y a une infiltration importante au niveau du visage et au niveau de tout le corps. Et après traitement, vous remarquez que l'infiltration a disparu. Alors cette éteinte cutanéo-muqueuse, elle va se résumer en quoi? Elle va se résumer à une peau qui est épaissie, froide, pâle. La coloration de la peau, elle est jaune-orangé. Elle est due à la diminution de la conversion des caroténoïdes en vitamine A. On a les creux susclaviculaires qui sont comblés. À côté de l'infiltration cutanée, on a l'infiltration des muqueuses. Au niveau de la langue, ça va donner une macroglossie. Au niveau du larynx, ça va donner la voix rauque et les ronflements. Et au niveau de la trempe de stage, ça va donner une hypoacousie. On a aussi une atteinte des phanères, les ongles qui vont devenir striés et cassants, avec diminution de la pilosité axillopubienne et signe de la queue de sourcil, c'est-à-dire que la patiente va perdre les poils de ses sourcils au niveau des pointes. À côté de cela, on peut avoir aussi un épanchement au niveau pleural et articulaire. Voilà l'aspect d'une patiente qui a une hypothyroïdie. Regardez cette coloration jaune-orangé, l'infiltration qui est évidente, et on a une perte des poils au niveau de la queue des sourcils. Et l'aspect cyanosé des lèvres. À côté de la teinte cutanéo-muqueuse, on a la teinte cardiaque. La teinte cardiaque, elle est représentée par une bradycardie avec diminution du débit cardiaque, une augmentation des résistances périphériques au repos, ce qui explique l'augmentation de la pression artérielle diastolique. On a une hypercholestérolémie et une hypertension qui vont expliquer l'athérosclérose et la maladie coronarienne. Et lorsque l'hypothyroïdie est profonde et ancienne, on aura une cardiomégalie qui est secondaire à un épanchement et ou à une dilatation du myocarde avec un assourdissement des bruits du cœur. Le cœur myxédémateux, c'est quoi? Et je pense que l'image est très représentative. Le cœur myxédémateux, eh bien, c'est une cardiomégalie avec des altérations hémodynamiques et électriques et une élévation des enzymes cardiaques. C'est quoi ces altérations électriques? Eh bien, à l'ECG, on aura une bradycardie, un microvirevoltage et un aplatissement ou inversion des ondes de T. À côté de tout cela, le patient hypothyroïdien se plaint d'une asthénie avec une somnolence diurne. C'est un patient aussi qui a une hypersomnie nocturne. C'est un patient aussi qui va se plaindre de difficultés de concentration et d'un syndrome dépressif inexpliqué. Il se plaint aussi d'une prise pandérale inexpliquée aussi, malgré la diminution de l'appétit. Il a des myalgies, des crampes, une constipation avec frilosité. Eh bien, devant cette suspicion, devant cette hypothyroïdie, quel est le retentissement biologique de cette hypothyroïdie? Eh bien, le patient à côté de cela, qu'est-ce qu'il aura? Il aura une hypercholestérolémie, une hypertriglycéridémie, une augmentation des CPK des transaminases, une anémie qui est secondaire à la diminution de l'hématopoïèse et des anomalies au niveau de l'ionogramme sanguin telles que l'hyponatrémie. Cette hypothyroïdie, elle peut être associée à un goitre ou sans goitre. Dans le cas où elle est associée à un goitre, il est le plus souvent ferme et hétérogène, faisant penser à la thyroïdite d'Hashimoto. Ou cette hypothyroïdie peut être sans goitre, c'est le cas de la thyroïdite atrophique. La question qui revient le plus souvent, c'est que doit-on dépister l'hypothyroïdie chez tout le monde? Eh bien, il y a beaucoup de divergences dans ce sens, mais ce qui a été décidé, c'est que le dépistage est réservé aux sujets symptomatiques ou à risque de développer une hypothyroïdie, tels que les patients ayant des maladies auto-immunes, qui ont subi une irradiation cervicale ou cérébrale, ou ceux qui ont un goitre. Eh bien, devant la suspicion d'une hypothyroïdie,
quel bilan doit-on demander? Eh bien, en première intention, le bilan à demander est le dosage de la TSH seule. Si elle revient élevée, c'est en faveur d'une hypothyroïdie périphérique. Donc, on doit contrôler la TSH et on associe avec elle le dosage de la FT4. Pourquoi? Eh bien, pour apprécier la profondeur de l'hypothyroïdie. Qu'en est-il de la FT3? En fait, le dosage de la FT3 est inutile. Donc, le bilan hormonal de première intention est le dosage de la TSH seul. Le dosage de la FT4 n'est demandé que pour apprécier la profondeur de l'hypothyroïdie seulement. Pour le diagnostic étiologique, quel bilan doit-on demander? Eh bien déjà, à l'interrogatoire, on peut avoir une orientation étiologique. Si par exemple on trouve une notion de chirurgie thyroïdienne, si on trouve aussi la notion d'irradiation cervicale ou de prise médicamenteuse telle que l'amiodarone. Puis, on va doser les anticorps antithyroperoxydase qui sont les anti-TPO, à la recherche d'une maladie auto-immune thyroïdienne. S'ils sont négatifs, on va compléter par le dosage des anticorps antithyroglobulines ou anti-TG. L'échothyroïdienne aussi a sa place. Pourquoi? Eh bien, l'échothyroïdienne parce qu'elle permet d'apprécier le volume de la thyroïde, de préciser le caractère hétérogène, hypoéchogène et pseudonodulaire de la glande. La scintigraphie thyroïdienne, bien sûr, est non indiquée, du moins chez l'adulte. Le cas particulier de l'hypothyroïdie centrale, ou ce qu'on appelle l'hypothyroïdie secondaire, eh bien, c'est une FT4 qui est basse, avec une TSH qui ne reprend pas, c'est-à-dire une TSH non élevée. Elle va être basse ou normale. Elle est caractérisée par l'absence de myxœdème et s'y associent en général d'autres signes d'insuffisance antéhypophysaire. Les causes tumorales hypothalamo-hypophysaires sont les plus fréquentes. Alors, les étiologies de l'hypothyroïdie sont diverses. Elles sont dominées par les thyroïdites auto-immunes. Elles sont représentées par deux types de thyroïdites. On a les thyroïdites lymphocytaires chroniques, de loin les plus fréquentes, et les thyroïdites du postpartum. Dans les thyroïdites lymphocytaires chroniques, on a deux. On a la thyroïdite d'Hashimoto, qui est la plus fréquente, et la thyroïdite atrophiante. Alors, quelle est la différence entre les trois thyroïdites? Donc, on va commencer par la thyroïdite d'Hashimoto, qui a été décrite pour la première fois en 1972 par Hakaru Hashimoto. Elle associe un goitre constant, le goitre il est fer et indolore, avec positivité des anti-TPO. À l'échographie, on va retrouver une thyroïde qui est hypoéchogène et hétérogène. L'hypothyroïdie est le plus souvent définitive. Qu'en est-il de la thyroïdite atrophiante? Eh bien, c'est une hypothyroïdie sans goitre qui se voit surtout après la ménopause. Les thyroïdites du postpartum, elles se voient surtout chez les femmes qui ont des anti-TPO positives et celles qui ont des antécédents de maladies auto-immunes. Elle évolue en trois phases. La première phase est la phase de thyrotoxicose qui correspond à quoi? Eh bien, qui correspond à une destruction du tissu thyroïdien et relâchage des hormones thyroïdiennes. Cette phase de thyrotoxicose est suivie d'une phase d'hypothyroïdie, puis d'une phase de thyroïdie. Cette phase de thyroïdie correspond à la phase de restitution du fonctionnement thyroïdien. Vous remarquez très bien que dans les thyroïdies du postpartum, l'hypothyroïdie est le plus souvent transitoire. Qu'en est-il de la thyroïdite de De-Quervain? Eh bien, la thyroïdite de De-Quervain, c'est une thyroïdite qui est infectieuse. On trouve chez la patiente une notion d'infection virale, le plus souvent ORL. Le goitre est très douloureux à la palpation et le patient aussi présente des symptômes pseudo-grippaux. Dans ce cas aussi, on trouve une phase initiale de thyrotoxicose qui est suivie par une phase d'hypothyroïdie transitoire.
L'hypothyroïdie iatrogène, en fait, l'hypothyroïdie iatrogène, elle est secondaire à une irathérapie, traitement par l'iode 131, ou à une radiothérapie externe, ou à une chirurgie thyroïdienne. Aussi, cette hypothyroïdie iatrogène peut être secondaire à la prise de certains médicaments, tels que l'amiodarone, le lithium et l'interféron alpha. Rarement, l'hypothyroïdie peut se voir dans le cadre d'une hémochromatose ou d'une sarcoïdose. Alors, quelle sera notre prise en charge thérapeutique? Pour cela, on va parler des objectifs du traitement. En fait, les objectifs du traitement, bien sûr, c'est normaliser la TSH avec une résolution des signes et symptômes. Et bien sûr, tout en évitant le sous- ou le surdosage. Le traitement de choix est la lévothyroxine, la LT4. C'est le lévothyrox. Dans les dosages disponibles chez nous, c'est le 25, le 50, 75 et 100 microgrammes. La prise est unique, à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner pour une meilleure absorption. La posologie optimale est de 1,5 à 1,8 microgrammes par kilo. Le cas particulier du coronarien et du sujet âgé, c'est qu'on doit débuter par petites doses, 12,5 voire 25 microgrammes par jour. Il faut augmenter les doses très progressivement, bien sûr avec un contrôle électrique. La surveillance du traitement se fait que par la TSH. Le cas particulier de l'hypothyroïdie centrale, dans ce cas, la surveillance se fait par la FT4. Donc, dans l'hypothyroïdie périphérique, la surveillance ne se fait que par la TSH seule. Par contre, si on est dans le cadre d'une hypothyroïdie centrale, la surveillance va se faire par la FT4. Là, on va voir ensemble quelques formes particulières. On va parler de l'hypothyroïdie frustre ou ce qu'on appelle aussi infraclinique. Sur le plan hormonal, elle est représentée par une TSH élevée avec une FT4 qui est normale. On peut trouver des symptômes ou non. Le traitement n'est indiqué que si les anticorps sont positifs, que si la TSH est supérieure à 10, ou s'il y a grossesse ou désir de grossesse, ou si on est devant un terrain à risque cardiovasculaire tel que les diabétiques ou les dyslipidémiques. L'hypothyroïdie au cours de la grossesse, le plus important, c'est qu'elle doit être traitée précocement, avec un contrôle strict de la TSH. Les besoins en lévothyroxine augmentent de 30 à 50%. L'hypothyroïdie du nourrisson et de l'enfant, il faut savoir avant tout que les hormones thyroïdiennes ont un rôle important dans la croissance et le développement neurologique. Cela veut dire que l'hypothyroïdie congénitale doit être dépistée et traitée précocement pour éviter le retard mental. En conclusion, je dirais que l'hypothyroïdie est le déficit endocrinien le plus fréquent. La prévalence augmente avec l'âge et surtout chez la femme. Les étiologies sont dominées par les thyroïdites auto-immunes chroniques. Le dépistage doit être ciblé chez les patients à risque. Actuellement, on remarque que le diagnostic est de plus en plus précoce du fait de la facilité d'accès au bilan hormonal. Cela explique l'appauvrissement de la sémiologie de l'hypothyroïdie. Et je vous remercie.